La Russie a mis en service des systèmes orbitaux anti-satellites capables de neutraliser les satellites espions américains les plus coûteux et sophistiqués et d'éliminer la supériorité américaine en matière de surveillance et de communication. Est-ce vraiment le cas? Pourquoi les Américains sont-ils inquiets? Quel système la Russie possède-t-elle aujourd'hui? Et comment l'espace est-il devenu un champ de bataille? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Sous-titres. À Nijni Novgorod, un nouveau navire à hydroptère du projet Valdaï 45R a été mis à l'eau. Dans la région de Leningrad, un navire électrique du projet Moskva 2.0. Au chantier naval d'Onega, un navire de transport de déblais a été mis en construction. Dans la région de Leningrad, un remorqueur du projet 16609. À Moscou, une ligne de production d'imprimantes 3D pour l'impression métallique a été inaugurée. Dans la région de Nijni Novgorod, un complexe de production de films thermoplastiques. Dans la région de Sverdlovsk, une usine de matériaux de construction. Au Tatarstan, 2 sites de production de matériaux pour les réseaux communaux ont été ouverts. Des écoliers russes ont remporté 4 médailles d'or à la 2e Olympiade internationale de biologie en Ouzbékistan. La Russie a mis en service une arme orbitale capable de neutraliser les satellites gouvernementaux américains. C'est ce qu'a déclaré le chef du commandement spatial américain, le général Stephen Vytin. À la mi-avril, il avait également déclaré que la Russie, malgré les sanctions, restait une grande puissance spatiale et qu'elle envisageait peut-être de déployer une arme anti-satellite nucléaire en orbite. Et bien que les responsables russes aient à plusieurs reprises démenti de telles accusations, elles se font entendre de plus en plus souvent ces derniers temps. Analysons-les en nous appuyant sur les faits disponibles. L'idée de créer des armes anti-satellites spatiales était née avant même la mise en orbite du premier satellite artificiel de la Terre en 1957, et dès 1960 en URSS, en réponse au programme américain de satellites espions Corona, la formation d'un système de défense anti-satellite et anti-spatial a commencé, recevant le nom d'IES chasseur de satellites. Nous avons créé les premiers engins au monde capables de manœuvrer en orbite, de s'approcher de la cible et de tirer dans sa direction un nuage de baies d'acier. Cependant, malgré toutes les difficultés dans les relations avec les États-Unis, ils ne l'ont jamais utilisé à cette fin, bien qu'il ait été testé sur leur propre satellite cible. Cependant, même sans être utilisé, le système IES servait de facteur de dissuasion et obligeait les Américains à agir avec plus de prudence. Malheureusement, en 1991, dans le contexte de la détente politique et du désarmement, nous avons, de notre propre initiative, officiellement arrêté le programme, puis retiré les satellites du service et transféré toute la documentation aux archives. Il semblait que l'irréparable s'était produit, mais aujourd'hui les Américains estiment qu'il ne s'agissait que d'un recul temporaire. À suivre. Bien que le programme IS soviétique ait été abandonné, la Russie n'a pas renoncé à l'idée même des armes anti-satellites. Et aujourd'hui, les moyens de neutraliser les appareils en orbite sont devenus beaucoup plus variés. On sait ainsi que les intercepteurs de haute altitude MiG-31 sont capables d'emporter à leur bord des missiles du système Contact et de détruire avec eux des satellites en orbite basse. Le système anti-aérien de missiles S-500 Prométhée peut aussi intercepter des cibles spatiales comme des missiles balistiques, des fusées ou des satellites. Il existe des informations officielles, bien que sans détail, sur les armes laser, par exemple, le complexe Zadira. Il existe des moyens de guerre électroniques qui ne détruisent pas le satellite, mais qui mettent hors service son électronique et l'aveuglent. Tout cela est connu depuis longtemps, et ces types d'armements sont déployés au sol ou à bord d'avions. Mais les armes spatiales analogues aux IES soviétiques sont en effet entourées du plus grand secret. Le général Vytin a en effet de nombreuses raisons de s'inquiéter. Même à travers nos bulletins d'information, vous avez peut-être remarqué que les militaires russes lancent régulièrement depuis le cosmodrome de Plesetsk des fusées avec des satellites non identifiés, dont la mission ne peut être que supposée.
Parfois, des satellites secrets sont dissimulés comme charges utiles secondaires lors de lancements non secrets et, comme l'ont constaté les observateurs occidentaux, nous avons appris à cacher un ou plusieurs satellites à l'intérieur d'un autre. Et ces engins ont reçu chez eux le nom de Matrioshka. Ce sont précisément ces appareils, d'après les déclarations de Viting, que la Russie a mis en service après plusieurs années d'essais. Il s'agit du système Nivlir, ces fameux satellites inspecteurs dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Comme leurs prédécesseurs soviétiques, ils peuvent se déplacer de manière autonome en orbite, s'approcher d'autres satellites pour les inspecter et, selon des sources étrangères, ils seraient capables de les détruire en leur tirant dessus. La Russie menait des expériences similaires depuis 2013 et nos satellites effectuaient souvent des manœuvres inattendues en orbite, laissant les observateurs perplexes. Mais vraiment, les Américains ont commencé à s'inquiéter lorsque, en mai 2025, nous avons placé un nouveau satellite en orbite dont la trajectoire coïncidait parfaitement avec celle du satellite espion américain NRO 338 Keyhole, appartenant à la National Reconnaissance Office des États-Unis. On considère que cet appareil offre la meilleure résolution d'image parmi tous les satellites espions en orbite et qu'il constitue l'atout le plus précieux de l'Amérique. Ainsi, le satellite russe a été placé avec une précision remarquable sur la même orbite que Keyhole et il le suit désormais, sans s'approcher trop près, mais sans non plus passer sur d'autres orbites. C'est aussi le cas pour 3 autres satellites russes qui se sont eux aussi mis à suivre des satellites espions américains. En 2020, l'un des engins russes a, à la surprise des observateurs, lancé un mystérieux projectile à une vitesse suffisante pour causer des dégâts. Par la suite, d'autres satellites russes ont démontré la capacité de s'ouvrir et de libérer des objets cachés à l'intérieur dont la destination reste inconnue. De plus, certains le font presque immédiatement après leur mise en orbite, tandis que d'autres attendent près de 3 ans après leur lancement. De tout cela, les Américains ont conclu que les Russes avaient créé un système de satellites tueurs en attente, prêts à détruire sur commande les appareils les plus importants. C'est précisément ce système qui a été mis en service et dont on prépare un déploiement plus large. Il y a bien sûr une certaine logique là-dedans. La Russie ne peut pas et ne pourra pas rivaliser avec les États-Unis en termes de nombre de satellites d'observation. C'est pourquoi, en cas de grande guerre, elle doit être capable de mettre hors service au moins les appareils d'espionnage ennemis les plus importants. Cette capacité n'est pas assurée par une seule superarme, mais par un ensemble d'outils, qu'il s'agisse de missiles, de satellites ou de systèmes de guerre électroniques qui se complètent et se couvrent mutuellement. D'ailleurs, les Américains disposent eux aussi de missiles anti-satellites, et la Chine teste activement ses propres appareils manœuvrables dans l'espace. Ainsi, malgré les assurances mutuelles de pacifisme, toutes les parties se préparent à de futurs combats en orbite. L'inquiétude des Américains est principalement liée non pas à nos satellites Matrioshka, mais à la possibilité de créer des armes nucléaires spatiales. Selon eux, une telle arme de destruction massive non sélective pourrait rapidement rendre l'orbite inhabitable et annuler tous les avantages des États-Unis et d'autres pays en matière de surveillance et de communication. Oui, la Russie perdra également tous ses appareils, mais le fait est que, selon les prévisions, d'ici 2040, le nombre total de satellites dans l'espace augmentera de plus de 5 fois, passant de 12 000 à 60 000. Et aucun moyen de destruction ciblée ne suffira à éliminer cette masse. Cela signifie donc qu'en cas de grande guerre, la Russie devra agir de manière asymétrique. Bien sûr, tout cela ne relève que d'hypothèses. La Russie a rejeté à plusieurs reprises ces accusations, mais déjà en 2008, nous avions proposé aux Américains de fixer les principes de non-déploiement d'armes nucléaires en orbite, mais ils les ont alors rejetés avec arrogance. Après cela, la phase active de création du système Nivellir a commencé, ainsi que, apparemment, de certains autres moyens de rééquilibrer les capacités en dernier recours. Nous espérons que cela n'arrivera jamais, mais nous vous tiendrons informés des événements.